18 janvier 2025, il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme d'habitude. Et Amel l'arrivée déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Noël. Comment ça va Amel? Ça va très bien. 10 sur 10 sur la date d'aujourd'hui? Effectivement, on est samedi aujourd'hui. 18 Pas janvier hier. 2025. Aujourd'hui. Voilà. J'ai quand même eu un 10 sur 10 aujourd'hui pour la date. Hein. Ça va Amel? Ça va. Ça se passe bien, bon week-end? Oui, très bien. Très très bien. Ah bah oui. Quand la oui. pluie tombe, les esprits se lavent. Franchement, oui. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Alors aujourd'hui, Amel, en compagnie, comme chaque samedi, de notre ami Ahmed Ghaligassen, nous irons du côté de l'ouest du pays pour faire la découverte ou pour faire connaissance avec un moufti. Alors, c'est un moufti algérois, donc il décide d'aller à Oran où il continue, donc il termine toute sa vie autant que moufti dans la région donc, de l'Oranie. Ahmed Ghaligassen nous donnera plus de détails sur cette personnalité. Et aussi, aujourd'hui, place à la santé, puisque se tiendra le 31e congrès donc, de la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et donc, nous reviendrons sur les problématiques qui seront posées lors de ce congrès. Et aussi, toujours avec l'événementiel, demain, donc dimanche 19 jusqu'à lundi 20 janvier, se tiendront les Assises nationales du cinéma au Centre international donc, du CIC, excusez-moi, Abdelatif Rahal. C'est une très très belle initiative d'ailleurs qui a déjà connu une initiative pareille l'année dernière, donc en 2023, pardon, pas l'année dernière. Voilà. C'était il y a 2 ans de cela. Et justement pour, encore une fois, redonner vie aux œuvres cinématographiques et donc parler particulièrement donc, de la réalisation cinématographique et aussi des films documentaires. Et ça te dit un petit voyage du côté de la planète Mars? C'est génial. Moi, j'aime bien tout ce qui concerne l'espace. Alors, paraît-il que le désert algérien est rattaché étroitement à la planète Mars. Oui, c'est ce qu'on dit. Apparemment, il ressemble beaucoup. Tassili Nadjer. Oui. D'ailleurs, il y a eu même un photographe américain, qui s'est même habillé en tenue de cosmonaute et il a pris des photos donc au Tassili Nadjer et pensant que c'était la planète Mars. Tellement qu'il y avait des similitudes. Une ressemblance, oui. Voilà. Alors, si je te pose aujourd'hui la question par rapport au voyage à la planète Mars, alors aujourd'hui, c'est l'invité de marque que nous allons recevoir, que notre ami Flab Nour recevra exceptionnellement aujourd'hui dans sa rubrique Djelia.dz. Il s'agit donc du professeur Nordin Melikchi, lui qui est l'ambassadeur finalement de la planète Mars. Donc il sera parmi nous dans quelques instants. Et comme chaque samedi, nous terminerons l'émission en compagnie de Amina Zeri. Cette fois-ci, elle va recevoir un auteur. Alors un auteur qui s'est intéressé à un patrimoine immatériel algérien. Il s'agit donc de l'Ahlaoui. D'accord. Voilà, à travers donc, un ouvrage qu'il a édité. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, le ciel prend des couleurs. Ah oui, franchement. N'est-ce pas? Prend des couleurs grisâtres. Mais des couleurs quand même. Habituellement, nous avons le bleu. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Nous avons le bleu, nous avons le jaune du soleil. Oui. C'est très varié. C'est très coloré. Ah, c'est très varié, oui. N'est-ce pas? Oui. Elle est toute heureuse de nous présenter la météo aujourd'hui. Ah ouais, je suis pressée même. Je suis pressée. C'est très bien. Allons-y. On ne va pas te laisser attendre. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on disait que le ciel prend des couleurs sur l'ensemble du pays cette fois-ci, Amel? L'ensemble des régions nord. L'ensemble du région. Pas du pays, l'ensemble des régions nord. Alors, dans les régions sud, donc ce sera toujours du soleil? Oui, du soleil, mais quelques passages nuageux par endroit. On va dire les régions. Alors, vu que tu es pressée de nous donner les nouvelles, nous aussi d'ailleurs. Allons-y. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis 2 vigilances, l'une concernant la neige et l'autre la pluie. Et la pluie même peut arriver jusqu'à une vigilance rouge cet après-midi du côté d'Alger, Tizi Ouzou, Boumerdès. Donc soyez très très prudents. Les quantités de pluie estimées, elles seront plutôt très importantes. Donc soyez prudents si vous êtes sur la route.
Concernant le temps aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, le ciel se montrera souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies sous forme d'averses sur les régions de l'ouest. Sur le centre et l'est, eh bien, on aura un temps froid, nuageux, des pluies localement assez marquées, parfois orageuses, sur les côtes centre et intérieures, centre et est du pays, avec des quantités de pluie assez importantes, donc soyez très très prudents. Vers l'intérieur et plus exactement les hauts plateaux de l'Est, eh bien on aura des averses durant la journée et des flocons de neige sur pratiquement l'ensemble des sommets ouest, centre et est qui peuvent atteindre les 1200 mètres d'altitude, et à noter des vents forts sur le haut plateau du centre et l'Est durant l'après-midi. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux, avec quelques pluies par endroits vers le Bécharrois et le nord Sahara. Ailleurs, rien à signaler, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des sommets de sable vers le nord Sahara et le Bécharrois. Les températures, l'après-midi, elles seront plutôt agréables et de saison, plutôt fraîches par endroits. Le minimum, 5 degrés seulement à Al-Beyoad et Djelfa, 6 Tiaret, 8 degrés à Constantine et Sétif, 10 degrés à Batna, 13 à Galma, 12 à Tizi Ouzou, 14 degrés à Alger, également à Naba, 13 à Oran, 10 degrés à Tlemcen. Au sud, 13 degrés le minimum vers le Bécharrois, 14 Gardaya, 17 Biskra, 19 Ilizi, 18 à Janet, 20 degrés à Drar Salah Timimoun, 21 à Tindouf, 23 degrés à Tamanrasset et enfin 24 degrés le maximum à In Gzam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest, mais très agitée sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre et est. Les vents sont de secteur nord à nord-ouest, de secteur nord-est sur les côtes ouest, et les vents vont arriver jusqu'à 40 km/h. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. On aura quelques flocons de neige du côté de Montréal et New York, mais elles seront moins abondantes du côté de New York. Des passages nuageux à Washington, Vancouver, également Miami. Du beau soleil en Californie, également Dallas et Mexico. Le mercure affichera 1 degré seulement à Montréal, 4 à Vancouver, 7 à New York, 8 à Washington, 9 à Dallas, 16 degrés en Californie, 24 à Mexico et le maximum cette fois-ci à Miami avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec Bonjour d'Algérie. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Même si nous avons de bonnes nouvelles pour aujourd'hui, mais appel à vigilance, surtout, oui, n'est-ce pas, vigilance rouge. rouge. Vigilance rouge près des côtes, donc soyez prudents. Voilà, soyez prudents, surtout il faut... Surtout quand on conduit, donc il faut lever le pied. Voilà, et surtout il faut éviter pour aujourd'hui du moins les stations de neige. Ah oui, oui, voilà. Oui. Évitez, parce que quand il neige, évitez de monter dans les sommets parce que ça ne sert à rien. Les routes seront bloquées, donc attendez un petit peu, sinon ça ne va pas aller. Voilà, donc on appelle à vigilance, surtout en cette matinée, particulièrement pour les personnes qui prennent la route. En tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h pour un peu plus de détails, et demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup Amel. On continue, pause musicale comme à l'accoutumée, ce sera en compagnie de Sami Youssef et on se retrouve juste après.
du côté de l'Oranie pour nous faire découvrir une autre personnalité, un mufti. Cette fois-ci, il s'agit de Ali Ben Abdelrahman et ce sera juste après cela. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, naharkoum barouk. Ibarak fik, surtout avec ces belles pluies que nous avons eues cette semaine. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, avec la pluie, il y a aussi un début de résolution à Gaza. Inch'Allah, ça va se finaliser. C'est ce qu'on espère, Inch'Allah. Inch'Allah, يتهناو. اللي قعد منهم ان شاء الله واللي قعد يحكي كما يقولوا. Exactement. اللي بقى ما Exactement, le devoir de mémoire par la suite. Exactement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Alors aujourd'hui, nous allons aller du côté de l'ouest du pays. Oui, exactement. C'est une personnalité qui est un peu curieuse, bien sûr. Elle est très méconnue, Cheikh Ali Ben Abdelrahman Ben Mohamed Ben Wali Chouiche. Apparemment, son nom de famille était Chouiche parce que il est difficile de localiser. Parce que premièrement, lui, qui est né à Alger, donc il a étudié à Alger, à un certain moment, il a quitté Alger pour s'installer à Oran en tant que mufti après le décès du mufti d'Oran à l'époque 1870, Hamida Ben Qaïd Omar. Donc, il a été installé. Donc, ça fait, ce déplacement fait qu'une partie de la mémoire se perd un peu. Mais quand on s'intéresse à la personnalité, donc voilà, on a quand même une photo de lui. Bon, elle est vieille la photo. Je m'excuse, à chaque fois c'est des photos, c'est des images, c'est des photos que je déniche des réseaux sociaux. Oui. C'est ce qu'on a. Donc, mais ça nous permet d'alimenter. Les personnes qui continuent à partager. Exactement. Donc, mais ça nous permet un peu de visualiser parce que là on a l'image, donc avec son accoutrement, il est quand même mufti. Il était installé à la mosquée du Pacha, donc à Oran on l'appelle Jama' Turk. Qui lui-même a aussi une histoire parce qu'il a été construit après la libération d'Oran en 1792 par instruction du Pacha d'Alger, donc c'est le bey d'Oran qui l'a construit. Donc tout ça, c'est des histoires qui rentrent dans l'histoire de Cheikh Ali Ben Abdelrahman. Ce qui a fait de lui quelqu'un de... Parce qu'il a en fait ressuscité les sciences à Oran, il l'a revivifié, notamment avec son soufisme, parce qu'il a initié pas mal de gens à la tariqa tijaniya, mais pas que, parce qu'il était quand même prolifique, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit dans la science Aroud, c'est la métrique de la poésie arabe. Il a écrit aussi dans le partage de l'héritage, le fara'id. Et c'est des sciences très techniques, et l'Aroud et le fara'id. Parce que l'Aroud et le fara'id, si le fara'id c'est arithmétique, l'Aroud c'est très géométrique. Parce qu'on a la séquence des syllabes, donc on a haraka, soukoun, haraka, soukoun, etc. Donc c'est quelque chose de très géométrique et généralement les gens ne s'intéressent pas beaucoup à ce type d'études. Mais c'est ce qu'il a laissé. Il a laissé aussi un livre, un kunnash, où il a noté sa vie, donc ses événements, et il a connu aussi beaucoup de gens parce que au début, donc il a étudié ici à Alger, la dernière grande classe des savants d'Alger d'avant l'occupation. Il a étudié chez Mustafa al-Harrar. Là, c'est son élève, Cheikh Ben Kabou. Donc, il a étudié chez le Harrar, il a étudié chez Cheikh Ali Ben Hafaf, il a étudié chez le Kbabti aussi, il a étudié donc, chez Hamid al-Ammali. Et ça, c'est pratiquement la dernière génération qui a étudié avant l'occupation française. Donc, lui, c'est le fruit. Donc, c'est vraiment le condensé qu'ils ont essayé de donner aux jeunes. Donc, malgré... Parce que Alger, en 70 ans, est passé de 119 mosquées à moins de 10. Oui. Donc, les écoles coraniques ont été fermées, les avions ont été... Ça, c'est un acte notarié où il demande le témoignage. Donc, il fait témoigner des gens sur sa date de naissance. Et du coup, on sait qu'il est né en 1835 à peu près. Donc, il le dit, je suis né telle date, parce qu'il n'y avait pas d'état civil, donc il demande... Mais ce qui est curieux, c'est que les témoins, c'est des Oranais. Donc, c'est un peu bizarre. Lui qui est né à Alger, exactement. Mais il devait faire ça, mais ils avaient besoin de produire des documents qu'ils n'avaient pas, parce qu'entre-temps, ils ont tout perdu avec l'occupation d'Alger, l'occupation des villes. Donc, il y a des gens qui ont perdu leurs biens et surtout leur bibliothèque, parce qu'on sait que les soldats français étaient
s'ingénuait à brûler donc, Oui. tous les documents. Et il disait, bon, c'est du Coran, il faut brûler, donc on a la vérité du Christ. Ça, c'est une lettre qu'il a reçue. Il a aussi échangé pas mal de lettres, donc il a laissé des correspondances. Et ça, c'est une lettre qu'il a reçue d'un des chefs religieux de la Tijaniya, des Shuyukh. Parce que lui, il a été initié à la Tijaniya par un simple muqaddam, donc il a commencé avec lui. Puis par la suite, il a rencontré Cheikh Ben Saïh, qui l'a même autorisé à devenir lui-même muqaddam et à donner le wird. Et du coup, on a toute la lignée, donc on a Cheikh Ali Ben Abdelrahman, Cheikh Belqasem Ben Kabou, et puis à la fin, Cheikh Abdelrahman Talib, qui est aussi prof à Oran, qui est devenu le dernier Cheikh des Tijaniya. Là, c'est par contre un écrit qu'il a, donc c'est un échange de correspondance avec Cheikh Abdelkader Ben Qara Mustafa. Donc c'est son élève qui a été par la suite Mufti de Mstaghan. Et avec lui, on découvre tout un chapelet de ulama, donc qui s'alignent des noms qu'on connaît des fois même pas. Par exemple, il a étudié, c'est Cheikh Al-Arbi Farsadou. Cheikh Al-Arbi Farsadou était un cheikh ici à Alger, donc à la lisière, donc entre les deux périodes, mais on connaît pratiquement rien de lui. Mais il a étudié chez lui. Donc il y a des gens qui ont étudié chez lui à Oran, à Mustaghanim, entre autres le Cheikh Ben Qaddour, Sahib Liaqouta, donc qui a polémiqué avec les autres Turuq, etc. Donc vraiment, c'est une clé. C'est l'une des clés de la fin du 19e et début du 20e. Et ça permet aussi, c'est comme par exemple, quand quelqu'un veut étudier l'histoire de la musique classique algérienne, donc il ne peut pas éviter d'étudier la vie de Cheikh Ben Tfahi, qui était algérois, qui partait souvent enseigner la musique à Tlemcen. Donc, c'est une autre clé. Donc, ça nous permet de... Et là, c'est l'Algérois. Et en plus, c'est un Tijani qui s'est installé à Oran. Oran, qui était une ville qui n'avait pas vu la rupture historique qu'il y a eu donc, à cause de l'occupation espagnole. Donc, il n'y avait pas une population, une citadine très vieille à Oran. Mais bon, il y avait des gens, des Oranites, on ne va pas dire qu'ils n'existaient pas. Mais quand même, il a réussi, donc il a contribué à installer l'identité algérienne et surtout à la maintenir dans cette phase charnière de l'histoire de l'Algérie. Donc tout ça, c'est Cheikh Ali ibn Abdelrahman. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier que Cheikh Ali ibn Abdelrahman a été le maître de Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa. Donc on en a parlé, ça fait 2 semaines. Oui. Et c'est lui qui l'a initié dans la tariqa Tijaniya aussi. Donc il y a eu même un échange entre lui, une correspondance. Il a envoyé une lettre à Cheikh Abdelhalim pour demander après la visite de Cheikh Mohamed Abdou. On sait que Cheikh Mohamed Abdou a visité Alger en 1903, donc une année avant son décès. Comme lui, il était à Oran, donc il n'a pas pu assister, donc il a envoyé une lettre à son élève, Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa, pour s'enquérir. Donc qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Parce qu'il y avait beaucoup de polémiques autour du personnage, donc Mohamed Abdou. Donc il a envoyé. Donc on a quand même 3 lettres qui ont été échangées entre les 2 hommes. Voilà un peu Cheikh Ali Abdelrahman qu'il ne faut pas oublier. Donc quand on s'intéresse à cette période de l'histoire de l'Algérie, c'est quelque chose c'est une personnalité très importante. Et qui nous ouvre la porte justement pour faire connaissance avec d'autres personnalités d'ailleurs. Probablement on ne connaît même pas les noms et pourtant c'est une autre porte ouverte. Exactement. Voilà. Alors avant de terminer, il y a Amel qui veut... Voilà, il y a Amel qui voudrait revenir sur un fait. Il y a un événement astronomique qui arrive donc, autour du 21, donc normalement on serait capable de le voir. Mais bon, on est un peu contrarié, mais bon, plaisamment contrarié par les pluies qui tombent. Mais voilà, donc il y a un alignement, donc on va avoir un alignement autour du 21 janvier, c'est l'alignement de 6 planètes. Donc pour être sûr du moment et du lieu, donc il vaut mieux installer, il y a plein d'applications sur les smartphones qu'on peut installer
pour déterminer le meilleur moment pour le lieu exact là où on se trouve. Parce que des fois, c'est la matinée, pour d'autres, c'est la soirée. Donc, tout dépend du lieu où on se trouve sur la sphère terrestre. Mais nous, ça va être autour du 21. Donc, on pourra voir l'alignement des planètes. Donc, c'est pratiquement 6 planètes qu'on pourra voir très proches de la Lune, donc dans un angle assez restreint. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'alignement n'est pas vrai. Donc, c'est un alignement dans l'apparence, tout simplement. On appelle ça donc c'est pratiquement une conjonction, je ne sais pas. Donc ils vont se mettre l'un à côté de l'autre, mais ce n'est que apparent. Donc on parle du mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, et on parle aussi des mouvements apparents. Donc ils vont pas s'aligner dans leur trajectoire, dans le système solaire. Voilà. On va les voir juste, nous on aura cette perspective. Mais c'est un événement très important parce que c'est très rare. Les alignements, des fois on en a je ne sais pas, 3, 4, jusqu'à moins de 10 par millénaire. Oui. Chaque 1000 ans, on a moins de 10. Donc, il faut vraiment... Alors là, on a de la chance. Voilà, on a de la chance. Mais bon, même si... Un événement qu'on peut regarder à l'œil nu. Exactement. Mais ça va être difficile avec les planètes qu'on ne peut pas voir d'habitude. Donc, ils sont très faibles de magnitude. Donc, on pourra voir peut-être Jupiter, Vénus, Mercure, Mars. C'est les plus clairs. Mercure un peu moins. Mais surtout Mars et Jupiter, quand ils sont proches de la Terre dans leur mouvement. Mais cette fois, donc, il vaut mieux télécharger les applications. Il y a des applications qu'on trouve pour être au rendez-vous et qui vous permettent de reconnaître aussi, d'identifier les astres qu'on a en face de soi. Donc, il suffit de mettre l'application comme ça et ça nous permet de voir. Donc, la technologie est là, l'information est là, donc il faut juste en profiter. Il faut profiter, voilà, il faut profiter. Donc, rendez-vous pris pour le 21 janvier. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour notre rencontre. Merci beaucoup, Ahmed. Et continue, cette fois-ci, nous allons aller du côté de la mosquée Ketchawa. C'est une page d'histoire que nous allons ouvrir en votre compagnie, puisque Jama' Ketchawa a aussi été un théâtre des atrocités coloniales, l'une des stratégies, encore une fois, d'éradiquer l'identité algérienne. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Au cœur de la basse Casbah d'Alger, la mosquée de Ketchawa se dresse comme un symbole édifiant de la résistance algérienne face à l'occupation française. Érigée en 1612 comme un phare de spiritualité et de savoir, cette mosquée est devenue au fil des siècles un témoin silencieux mais éloquent des atrocités coloniales et de la résistance du peuple algérien, profondément attaché à son identité et à sa foi. Après l'invasion française de 1830, le pouvoir colonial s'est lancé dans une politique d'effacement systématique de l'identité islamique. 2 ans plus tard, en 1832, sous les ordres du général duc de Rovigo, la mosquée Ketchawa a été réquisitionnée pour être transformée en cathédrale chrétienne. Une décision face à laquelle des milliers d'Algériens, savants et fidèles, se sont rassemblés au sein de la mosquée, refusant de céder ce lieu sacré. Cette mobilisation pacifique a été brutalement réprimée par les forces coloniales qui, sous les ordres du général duc de Rovigo, ont pris d'assaut le lieu de prière, massacrant de sang-froid plus de 4000 hommes, femmes et enfants et incendiant des centaines d'exemplaires du Saint-Coran, profanant les lieux chargés de sacralité islamique. Quelques mois plus tard, la mosquée de Ketchawa, désormais une cathédrale, accueillait sa première messe chrétienne, un acte à travers lequel l'occupant français tentait d'affirmer sa mainmise sur l'identité culturelle et spirituelle des Algériens. Cependant, cette tentative de soumission a échoué face à la résilience du peuple algérien, résolu à récupérer ce qui lui revenait de droit. Après l'indépendance, la mosquée de Ketchawa retrouve son identité islamique. En novembre 1962, la première prière du vendredi y est tenue, marquant la renaissance de ce lieu sacré après plus d'1 siècle d'oppression. Aujourd'hui, la mosquée de Ketchawa demeure un lieu chargé de mémoire, rappelant non seulement les souffrances infligées par le colonialisme français, mais aussi la force inébranlable et la résistance du peuple algérien dans son combat pour préserver sa dignité et reconquérir sa liberté et son indépendance. Et cette fois-ci, si je vous disais désert algérien, Sahara, Tassili Nadjer et planète Mars, quelle relation entre ces 2 espaces? Eh bien, ce qui paraît, Fella est parmi nous ce matin. Fella, bonjour. Bonjour.
Comment ça va, Fella? Ça va très bien. Alors, Fella, paraît-il qu'aujourd'hui, tu es venu avec des visas pour la planète Mars. On verra ça avec le professeur Melikchi. Du moment que tu as l'ambassadeur de la planète Mars parmi nous ce matin, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Alors, justement, Fella, aujourd'hui, reçoit donc un professeur émérite. Il s'agit du professeur Nordine Melikchi et ce sera juste après cela. Et voilà, donc Fella, c'est à vous. Bonjour, professeur Melikchi. Bonjour. Très honoré et ravi de vous recevoir ce matin dans Djalia.dz. Quand je vous dis Roufi, Tassili Nadjer et Durdura, ça évoque quoi pour vous? Tout d'abord, bonjour. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici. C'est toujours un plaisir de venir vous voir ici et de voir le travail formidable que vous faites pour faire rayonner la culture algérienne et tout ce qui touche à l'Algérie. Quand vous nommez ces trois parcs nationaux, je parle de Tassili Nadjer, Roufi et le Djurdjura, ça évoque en moi quelque chose de formidable, des trésors que l'on a ici en Algérie, et aussi la planète Mars. Donc voilà, donc on va en parler. Comment s'est passée cette distinction, j'allais dire, cet hommage à ces trois parcs nationaux? Je sais que vous êtes derrière cette décision de la NASA. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment se sont passées les choses? Oui, alors les choses se sont passées un peu, je dirais presque normalement, hein, c'est-à-dire que quand il y a une région de Mars que l'on veut étudier, et dans ce cas-là, quand Persévérance allait atterrir ou amercir, je se poser sur la planète Mars, il y a une équipe de scientifiques dont je fais partie qui divise un peu la région, qu'on appelle la région de Jezero dans ce cas-là, en parcelles. Et on donne des noms à chacune des parcelles. Donc chacun des scientifiques qui font partie de cette mission-là propose des noms, et après il y a une sorte de vote, on regarde si les noms vraiment sont des noms qui sont adaptés à tout ça, etc. Donc moi je voulais saisir cette occasion le plus normalement du monde pour justement faire que l'Algérie fasse partie intégrante et logique, à mon avis, que les noms du Tassili Nadjer, Roufi et du Djurdjura soient sur la planète Mars. C'était important pour vous? Pour moi, c'était important. Pour moi, c'était très important. Donc, je suis vraiment heureux que mes collègues aussi ont voté pour ça, parce qu'ils auraient pu ne pas voter pour ça, qu'ils ont voté pour ces trois noms. Donc, j'avais proposé trois noms. J'étais content que les trois et fait partie de la parcelle Mars, et je suis très heureux que voilà, ça a marché. Et maintenant, on comprend cette importance quand on revient un petit peu sur votre parcours, professeur Melikchi. Vous êtes physicien, on rappelle, spécialiste de la lumière. Vous avez été inscrit à l'école en 62, à l'indépendance de l'Algérie. Donc vous faites partie de cette génération qui a connu l'école à l'ère de l'indépendance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour moi, ça évoque vraiment, sincèrement, ça évoque quelque chose de très, très important. Symbolique. Très symbolique. Et symbolique dans la mesure où vraiment on a, c'est-à-dire la génération d'avant moi, mes parents, etc., mes grands-parents, comme vous le savez, comme beaucoup d'Algériens, n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation qu'on a eue, nous, ma génération a eu. Et en plus, c'est-à-dire, je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose ou pas, mais il y a eu un élan et un effort considérable, je dis bien considérable, peut-être même unique, où toute la société en santé, évidemment l'État, tous les systèmes qui existaient en Algérie, parce que tout le monde nous encourageait à étudier. C'était presque, je dirais même religieux. Enfin, tout le monde, on le voyait, tout le monde voulait qu'on étudie, parce que eux n'ont pas eu la chance d'étudier. Et pour moi, c'était aussi ce geste-là que j'ai fait en proposant ces noms. C'était aussi une sorte de, je ne sais pas, dire merci aux gens. Voilà, c'était aussi pour dire merci à tout ce peuple, tous ces professeurs, tous ces voisins, tout le monde qui nous ont aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Donc sinon, ça n'aurait pas été possible. Et quand on est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, on a encore plus de responsabilités. Parce que avant aussi, les études, ça veut dire aider les parents, aider les frères et sœurs, être l'exemple aussi. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes l'exemple de beaucoup de jeunes, professeur Melikchi.
pédagogie. Je ne sais pas si je suis l'exemple de beaucoup de jeunes, mais je sais que je vous le confirme. Okay. Je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de support, beaucoup de travail des parents, de ma mère, de mon père, de presque tout le monde en fait, qui nous ont aidés à être là où nous sommes aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un peu pour moi une manière de dire merci à tout ce beau monde, tout le monde qui nous ont aidés. Donc voilà. Et en étant, oui, je suis l'aîné on est 5, hein, on était 5, ma sœur Hassiba Allah yarhama. Oui, il fallait donner l'exemple, travailler. Si je peux aider les autres, je pense que ce serait beaucoup mieux. Parce que servir, c'est aussi, ça fait partie de la vie de chacune de nous, servir les autres et essayer de donner un bon exemple de ce qui peut se faire aujourd'hui. Et ça, c'est vos parents qui vous ont inculqué toutes ces valeurs algériennes que vous essayez aussi d'inculquer à Omar et à Lilia, vos enfants qui sont très attachés aussi à l'Algérie. Il paraît que Omar il est très, très bon au football aussi. Il fait sortir aussi le drapeau de temps en temps algérien. Oui. Quand l'Algérie gagne. Oui, aussi bien Omar que Lilia, oui, ils sont très attachés à l'Algérie. On vient aussi souvent que l'on peut. Ils étaient avec moi au Tassine Alger cette fois-ci, ils sont partis ce matin. Donc, ils sont retournés pour justement continuer leurs études et puis travailler. Mais oui, depuis qu'ils sont nés, on vient aussi autant que possible pour justement qu'ils soient ancrés les deux et une attache particulière avec leurs racines. Pour moi, c'est pas un choix, c'est logique. C'est évident, c'est l'évidence même. Parce que si on oublie nos racines, si on coupe une racine, on n'est plus la personne qu'on veut être, on se perd un peu dans ce monde. Vous revenez d'une visite au Tassili Nadjer, c'était aussi une façon d'aller voir ou d'aller rendre hommage aussi à tous ces Touaregs ou ces gens, des locaux qui travaillent pour préserver ce site. Absolument, absolument. On revient du Tassili Nadjer parce que je voulais sincèrement, et depuis déjà un bon bout de temps, on a fait le Hogar auparavant, mais cette fois-ci on veut faire Janet et Tassili Nadjer. Et je voulais aussi rendre hommage à ce peuple qui a pu, ces localités qui sont dans la région de Janet et tout le Tassili Nadjer, qui ont pu préserver ce trésor pour nous. Hein. C'est vraiment un trésor scientifique, culturel, historique, de plusieurs points de vue. Et c'était aussi une sorte d'abord leur dire merci et aussi inculquer à mes enfants le fait qu'il y a ce trésor ici et voilà, qu'ils apprennent un peu des Touaregs. On a rencontré des gens extraordinaires et je dois les remercier ici, si vous me le permettez, pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et aussi remercier le groupe de jeunes qui ont organisé ce voyage pour nous, qui sont basés ici à Alger et à Janet aussi. Donc l'école primaire à Tnia, c'est là où vous habitez. Vous avez toujours les oranges et les nefles chez vous? On a toujours les oranges, les nefles, les clémentines et le citron. Oui, aussi. Si vous en voulez, demandez à Elima. C'est encourageant. Oui. Je prendrai toute l'équipe avec moi. Donc je disais que le primaire était à Tnia, à Ben Ramdan pour le lycée, donc à Alger, vous aviez à peine 14 ans, je crois. L'université à Babzouar, service militaire aussi à Djilfa, avant qu'il y ait aussi une dérogation, une décision de permettre aux enseignants, chercheurs de faire en civil au niveau des universités. Il y a eu d'abord le Royaume-Uni, après les États-Unis. Les États-Unis, 3 axes étaient fondamentaux. D'abord, l'enseignement, la NASA et la médecine. Donc, comment vous avez mis tous ces 3 axes et comment vous avez aussi géré ces 3 axes? L'enseignement, c'est important pour vous? Oh, la recherche. L'enseignement et la recherche est très très important pour moi, oui. L'enseignement, bien sûr, parce que en fait, quand on enseigne, c'est pas juste donner des connaissances, c'est en apprendre soi-même. C'est surtout, c'est très important aussi. Donc, enseigner, c'est se poser des questions, c'est savoir comment justement discuter avec des gens qui viennent donc à la science, dans ce cas-là, en physique, et essayer de trouver les moyens de mieux comprendre d'abord soi-même pour pouvoir discuter
enseigner, c'est plus une discussion que juste dicter quelque chose. Donc l'enseignement, c'est très très important pour un chercheur, hein. Il faut toujours garder ce lien avec les nouvelles générations qui arrivent, etc. Alors il y a l'enseignement évidemment en classe, mais il y a aussi l'enseignement que l'on fait dans les laboratoires, etc., de manière journalière, etc., avec les étudiants, etc. Et l'enseignement qui est lié à l'entreprise et à la société. Oui. L'enseignement, c'est super important. Et puis en plus, il y a la recherche. Alors les trois axes, oui, donc après avoir fait mon service national ici, comme vous l'avez dit, donc à Djelfa, et puis après, j'ai fini mon service militaire à Bab Zouar. Donc il y avait ce côté où on fait d'abord quelques mois dans un camp militaire. Puis après, on va à l'université. Donc je suis parti à Bab Zouar, donc j'ai eu cette chance-là. Et puis quand je suis parti aux États-Unis, et puis je suis parti, bon, il y a eu, c'est ce qui s'est passé en Algérie les années 90. Donc quand je suis parti aux États-Unis, c'était quand même assez compliqué au début. Et je dois remercier le professeur qui m'a accueilli parce que pour eux, je me rappelle très très bien, il y a 2 ans où j'ai pas fait, entre guillemets, j'ai pas fait grand chose. Pourquoi aujourd'hui je veux reprendre, pourquoi ils vont me reprendre et me donner une autre chance? Et il m'a donné cette chance-là. Et voilà, donc je le remercie du fond du cœur. Donc oui, après, donc j'ai commencé à travailler dans le domaine qui me touche le plus. On a l'impression que je travaille sur l'espace, sur la médecine, etc. Mais en fait, tout ce lien-là, toutes ces choses-là sont liées par la lumière. C'est la lumière. La lumière, elle est... laser. Oui, laser, laser. Et en fait, la lumière est ce qui constitue la matière, que sont les atomes. Donc c'est un peu ça. Donc moi, on peut aussi bien étudier un matériau un matériau qui soit sur Mars ou bien peut-être une cellule. C'est aussi fait d'atomes et de molécules par l'intermédiaire de la lumière. Donc la lumière nous permet de discuter, si vous voulez, avec la nature. Donc c'est un peu ça mon domaine. Donc je travaille sur ça. Alors oui, j'ai travaillé donc sur des technologies de laser qui ont attiré ou qui font partie, disons, du programme NASA pour Mars. Dans la mission Curiosity. Voilà. Oui. Donc c'est un peu comme ça que je fais partie en tant que scientifique de la mission sur Mars. Curiosity qui a été lancée en 2011. 2011, elle a atterri en 2012, oui. Et en même temps, là, depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus et encore beaucoup plus sur comment essayer de comprendre ce que c'est qu'une maladie. Voilà. Du point de vue physique, oui. Qu'est-ce qu'un cancer, qu'est-ce qu'Alzheimer, quelles sont les maladies, c'est quoi ça en fait? Et avec tout ce qui se passe comme développement, les ordinateurs, etc. C'est-à-dire ça nous donne de nouveaux moyens, de nouvelles perspectives pour voir ce que c'est qu'une maladie, plutôt que de voir un organe uniquement quand il commence à se détériorer, donc il y a une maladie, essayer de voir ses fondamentaux au niveau de la cellule, au niveau atomique, au niveau moléculaire, au niveau protéique, etc. Donc détecter d'une manière précoce des cellules cancéreuses. Oui, en quelque sorte. Oui, et les détecter aussi, non seulement de manière précoce, mais aussi avec des technologies qui devraient, ça dure longtemps, hein, des fois, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, oui. Et des technologies qui peuvent être adaptées à n'importe quel environnement. Notre but n'est pas de développer des technologies qui coûtent des millions et des millions de dollars. Donc c'est pour ça qu'on fait le travail sur le sang, ce qu'on appelle liquid biopsy, la biopsie par liquide. Et le sang, en principe, on pourrait peut-être l'étudier rapidement sans avoir acheté des équipements super lourds. Et vous êtes arrivé à des résultats On arrive à des résultats. Je travaille sur ça depuis quelques années. Alors, pour expliquer grossièrement, c'est qu'on est un organe, nous, on est un corps humain, on est fait d'organes, mais il y a aussi, encore une fois, des atomes, des molécules, des cellules, etc. Et cette complexité, ce rapport entre tout ça, est assez complexe, ce qu'on appelle complexity science, et toute cette complexité-là, il va falloir la comprendre et comprendre les relations entre tout ce qui se passe au niveau atomique, moléculaire et cellulaire, et même génétique, protéomique, les protéines, etc., avec l'organe. Et tout ce processus-là, il est assez complexe et il y a des méthodes mathématiques, physiques, etc., que l'on essaie de développer. Est-ce qu'on est arrivé à faire quelque chose? Oui, on est arrivé à
travailler de plus en plus avec des hôpitaux maintenant, qui n'était pas le cas il y a longtemps. Hein. Il y a une dizaine d'années, c'était surtout c'est le souris, et puis après on nous a demandé de travailler. Et là, on a des hôpitaux très connus dans Massachusetts en fait, qui travaillent avec nous sur ça, que ce soit Harvard Medical School ou le VA Hospital, l'hôpital des vétérans, etc. Alors vous êtes actuellement doyen de... Oui, je suis doyen de l'Université de Massachusetts à Lowell, je suis doyen du Kennedy College of Sciences, le COIA, et pour ma recherche, je travaille avec les hôpitaux et les centres de recherche médicaux qu'il y a dans la région. Et c'est pour cela que vous avez fondé aussi Oscar. J'ai fondé Oscar, oui, de recherche. Oui. Et Oscar, pour l'anecdote, c'est pour pallier à la nomination des Oscars. Oui, ben voilà. Oscar, c'était vraiment, c'est un centre de recherche qui existe maintenant dans le Delaware, donc que j'ai laissé, que j'ai quitté. Il a maintenant son propre directeur et sa propre directrice. Donc oui, c'était... Oscar, parce que vos enfants vous ont dit pourquoi Oscar? Oscar parce que... Bah oui, Oscar parce qu'en fait, oui, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé à un certain moment... ouais, tu fais du travail, mais tu n'as jamais gagné un Oscar. On a créé un institut qu'on a appelé Oscar. Oscar, c'est O pour l'optique, S pour les sciences, C pour Center et Applied Research, et puis recherche appliquée. Et donc, oui, donc voilà. Donc vous avez maintenant, je leur dis, j'ai gagné mon Oscar. Voilà. Parfaitement. Voilà. Donc, si on ne me le donne pas, il faut aller le chercher soi-même. Absolument. Donc, on revient à ce travail de recherche, d'enseignement. Les ponts et les passerelles avec l'Algérie, justement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce domaine? Est-ce que des choses ont été déjà faites, ont entrepris dans ce sens? Oui, je crois qu'il y a des choses qui sont faites. Hein. Il y a des choses à un niveau étudiant, à un niveau groupe de recherche. Je travaille avec des étudiants qui sont ici, qui sont formidables. Qui sont aussi aux États-Unis. Vous recevez aussi beaucoup d'Algériens chercheurs aux États-Unis. J'ai reçu, je dirais pas beaucoup, mais j'ai reçu des étudiants chercheurs aussi qui viennent d'Algérie, oui, chez moi, où je les ai mis en contact avec des groupes. Oui, ça je le fais. Et je fais autant que possible, hein, parce que le temps il est limité, on a tous 24 heures, ni plus ni moins, sauf si on va sur Mars. Et par conséquent, je fais ce que je peux pour justement aider surtout les doctorants ici, que ce soit par des conseils, que ce soit par regarder. Et là, par exemple, on va aussi publier, des fois on publie ensemble. Je viens de publier avec l'Université de Tlemcen, on vient de publier un article ensemble sur justement Mars, avec un étudiant algérien, une professeure algérien à Tlemcen. On a fait aussi du travail avec des étudiants à Tizi Ouzou, il y a quelques années à Bebzouar, etc. Donc voilà. Après, il faudrait que tout ça se développe petit à petit et qu'on ait un truc systématique où on puisse contribuer. Mais ce n'est pas une personne qui peut faire ça. Il faut qu'on soit nombreux. Et il faut une stratégie claire, globale, avec une vision, avec des buts bien précis et des ressources qui vont avec. En parlant de publications, vous avez plus de 200 publications, je crois, et une quinzaine de brevets, c'est ça? Je crois. À peu près. Ouais. Donc, mais pour vous, l'université ou l'enseignement doit aussi garantir des postes d'emploi. Et 93% des étudiants qui passent par l'université, par votre université en tout cas, ils trouvent de l'emploi. Comment aujourd'hui garantir ces emplois et des postes pour ces étudiants? Oui, alors 93%, peut-être mieux, hein. Des fois c'est 90%. Oui, pour les sciences c'est bien plus, mais 95-96% des étudiants trouvent un emploi au bout de 6 mois. Donc 6 mois après leur graduation. Donc au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, ils ont. Mais pour la plupart, ils ont déjà un emploi avant qu'ils ne sortent. Alors comment que ça se passe? Ça se passe, c'est qu'on a des liens avec l'industrie. Moi, personnellement, le doyen, en tant que doyen, j'ai un board, j'ai un bureau d'industriels et de personnes qui ont beaucoup de contacts avec l'industrie, qui aident les étudiants justement à faire ça. Donc il y a tout ça. Donc mon board, on se voit 2 fois par an. Je vois au mois d'octobre et au mois d'avril. Et donc on discute justement pour presque chacun des étudiants, globalement les étudiants en biologie, les étudiants en informatique, en maths, en physique, en chimie, en sciences de l'atmosphère, en physique nucléaire, etc. Quels sont, où est-ce qu'il y a un manque, où est-ce qu'il y a chez les industriels, parce qu'ils en ont besoin.
Et donc ils viennent et on discute pendant longtemps, et puis après, bon, ça va presque de soi. Et en même temps, l'université elle-même, on a un centre pour justement placer les étudiants dans les compagnies qui sont dans la région, d'une part. Il faut dire aussi qu'au Massachusetts, il y a beaucoup de compagnies, donc voilà, ça nous aide beaucoup. Et troisièmement, il y a aussi des projets que l'on fait, même pour les étudiants qui sont au premier cycle, avec l'industrie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller chez l'industrie, ils le font à l'université. Donc il y a beaucoup de projets qu'on fait comme ça, qui sont financés par l'industrie pour aider les étudiants à l'industrie. Et troisièmement, il y a tous les startups, etc. qu'on fait. On fait beaucoup de startups par an, hein, dans beaucoup de domaines. Et on a donc un bureau et un centre de recherche d'entrepreneuriat, etc., etc. En parlant de startups, l'Algérie aussi a fait beaucoup de projets et beaucoup de dispositifs, a mis en place beaucoup de dispositifs, plusieurs dispositifs d'ailleurs, pour encourager les startups. Que pensez-vous de l'évolution qu'a connue ces dernières années l'Algérie? On voit beaucoup de jeunes créatifs et qui créent beaucoup de choses. Non, je pense que c'est une bonne chose que de donner des opportunités aux jeunes et de les laisser enfin grandir dans la technologie et dans ce qui les passionne, peu importe ce qui les passionne. Mais surtout ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose seul. Ou juste avec un seul domaine, que des informaticiens ou que des mathématiciens. Il faut diversifier. Ah oui, il faut créer des équipes pluridisciplinaires. Une synergie. Oui. Et apprendre des étudiants à travailler ensemble, ce n'est pas quelque chose de facile. On ne peut pas faire travailler un biologiste et un informaticien du jour au lendemain sans vraiment se comprendre. Ça parle un langage différent. Donc il faudrait créer aussi au sein de l'université, je ne dis pas il faut, mais il serait préférable et bon de créer au sein de l'université, au sein des universités, des passerelles entre les différentes disciplines et donner aux étudiants la possibilité de justement réfléchir à des problèmes qui sont réels et auxquels eux peuvent apporter des solutions. Et je dirais même, on apporterait plus si on fait intervenir aussi les gens qui sont dans l'art, dans la société. Enfin, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de AI, mais AI sans éthique, AI sans comprendre la culture locale, sans truc, on va droit au mur. Hein. Il faudrait donc vraiment comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle dans le contexte où l'on vit et comment qu'on peut, parce qu'il y a aussi des dangers. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc il ne faut pas juste se lancer dans quelque chose, il faut bien comprendre et faire partie de ceux qui créent les nouvelles technologies et les nouvelles idées. En parlant de passerelles, vous avez créé l'Association algérienne-américaine des technologies, culture et sciences. Ça aussi, c'est pour créer ces passerelles scientifiques, j'allais dire, mais pas que. Elle y est toujours à l'association? Alors, je ne l'ai pas créée, c'est M. Zalhouni, Ilyas Zalhouni qui l'a créée il y a longtemps. J'en ai fait partie, oui, certes, et puis après, bon, quand il a quitté, moi j'ai été président, et maintenant elle est passée à quelqu'un d'autre, donc oui, elle existe toujours, elle travaille toujours. C'est une bonne passerelle, j'allais dire, une passerelle solide. C'est une passerelle, mais il en faut plus. Ouais. Il en faut plus. Il faut beaucoup plus d'une passerelle. Parce que, en fait, les États-Unis, c'est grand. On est dans des domaines différents du point de vue, éloignés les uns des autres géographiquement. Mais il faut beaucoup plus on peut faire plus. Oui. Et mieux. Mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc, c'est Elias qu'il faut remercier. On le remercie, on le salue à l'occasion. Pour terminer, les dernières informations ou le dernier projet en date qui vous concerne, c'est des livres pour enfants. Oui, effectivement. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi des livres pour enfants? Parce que je pense que tout scientifique, pas tout scientifique, ça c'est mon idée, moi, je pense qu'en tant que scientifique, il est important de s'occuper aussi de nouvelles générations qui vont arriver. Donc, par conséquent, la science, elle a sa méthode, c'est la méthode scientifique. Donc, il faudrait, à mon avis, essayer de faire comprendre aux enfants la méthode scientifique le plus tôt possible. Et pour faire comprendre le plus tôt possible, je n'ai pas trouvé mieux que justement travailler sur des livres pour enfants. Donc, j'en ai publié 6 pour le moment. Et puis, on rappelle les titres? Si vous voulez. Oui. Alors, les titres, il y en a un qui s'appelle How do you see the world?
qui est publié aux États-Unis, qui a un long succès, et qui vient d'être en fait choisi par l'association des enseignants américains de sciences pour faire partie des 50 livres qui doivent être dans les écoles américaines. Voilà, donc c'est une recommandation des professeurs. Alors ce livre-là parle surtout les enfants quand ils portent, ou moi, ou les adultes quand on porte des lunettes, et pourquoi on porte des lunettes, pourquoi certains portent des lunettes, d'autres pas, etc., etc. Donc ça parle surtout de ça, de vision, de lumière, encore une fois, et de connexion avec le cerveau. Et puis j'en ai 5 autres qui sont publiés à Singapour, et ça parle surtout de ce que c'est que la lumière pour un enfant, de manière assez fondamentale, mais très importante. Ce que c'est qu'un son, ce que c'est qu'une couleur, ce que c'est que... Voilà, il y en a 5, une série de 5 qui est publiée. Et là, je travaille sur les autres et j'espère le publier ici en Algérie, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous, professeur Melleki. Prochain voyage en Algérie. Là vous repartez demain. Je repars demain matin, oui. Demain matin, donc vous serez bientôt pour une conférence ou pour... il y a des projets oui, il y en a toujours. En perspective. Il y en a toujours, oui. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup Filla, merci professeur de nous avoir fait l'honneur d'être présent dans notre plateau ce matin. Merci beaucoup. Et du moment que le Tassili Nadjer vous parle beaucoup, la régie ont choisi de nous emmener du côté du Tassili Nadjer. Vous savez, il fait partie des 7 merveilles d'Algérie classées patrimoine mondial déjà en 1982. Je vous laisse faire cette petite virée du côté du Tassili Nadjer et on se retrouve juste après. Avec ses paysages fascinants, le Tassili Nadjer présente un grand intérêt géologique et englobe une richesse écologique rare. Ses massifs montagneux, ses oasis et ses étendues de sable abritent une faune et une flore qui s'épanouissent en équilibre. Des trésors naturels qui nécessitent une protection particulière pour garantir leur préservation. Nos ancêtres prenaient grand soin de cet endroit et nous avons suivi leur exemple. C'est un écosystème très fragile. Si l'un de ses maillons est perturbé, c'est tout le système qui se retrouve déséquilibré. Nous sensibilisons les touristes à la préservation des sites. Reconnu pour ses richesses naturelles, le parc national du Tassili Nadjer est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi réserve de biosphère. Les régions d'Issendilène, Ihrir et Tikoubaouine abritent des écosystèmes uniques. Il y a de nombreux projets visant à préserver les ressources naturelles de la région, tels que la création d'un village pilote entièrement écologique. La préservation de ce patrimoine, trésor universel et témoin de l'histoire de l'humanité, repose sur une action collective pour garantir sa pérennité pour les générations futures. Et volet médecine, aujourd'hui, nous allons en parler en compagnie de notre invité, puisque la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatique organise son 31e congrès. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Dr Ahmed Zemouri. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien orthopédique, vous êtes aussi le président de cette société savante, n'est-ce pas? Alors, très brièvement, la société en quelques mots. Alors, c'est une société qui existe depuis 40 ans et elle a été créée en 1983 par feu professeur Michel Martini, qui était un moudjahid qui avait épousé la cause d'ailleurs nationale, Thawra Tahririya. Et s'en est suivi après le professeur Mahfoud Ben Habiles et Mohamed Mahdi. Et à l'époque, la société SACOT, la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, s'appelait SACOR. Et c'est en 1993 que le nom a changé. C'est devenu donc, on est passé de SACOR à SACOT. Et le premier congrès s'est déroulé en 1993, donc à Annaba. Il a été initié à l'époque par le professeur Ben Azzouz, donc de Annaba. Et cette année, donc, on va organiser effectivement notre 31e congrès international à Alger, à l'hôtel donc Horaci, le 24, 25 et 26
janvier, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, 40 ans d'existence, c'est toute une vie, hein, docteur, n'est-ce pas? Effectivement. Et 31 ans, donc 2 congrès ou 31 congrès. Donc, à chaque fois, ce sont des thématiques, des problématiques différentes que vous proposez cette année. La problématique tournera autour de quelles questions? Alors, cette année, la problématique essentielle tournera autour de la chirurgie du pied. Nous avons constaté que c'est un peu une chirurgie qui n'est pas très bien développée en Algérie, hein, tout ce qui est pathologie du pied et de la cheville. Et donc nous avons invité, d'ailleurs pour ce faire, l'européenne, donc la société européenne, donc chirurgie du pied et de la cheville, la société française aussi de chirurgie du pied et de la cheville, avec lesquelles nous avons donc un partenariat très poussé. Et nous avons aussi, au sein de notre société, 7 groupes de spécialités, parce qu'on est dans l'hyper spécialisé. On ne peut plus laisser le concept de médecin ou de chirurgien orthopédiste généraliste qui fait tout. Oui. Quand on fait tout, on n'est pas au top, on a un niveau moyen. Et donc, pour verser un peu dans l'excellence, on a créé ces 7 groupes de spécialités, dont d'ailleurs le groupe donc, de chirurgie, donc, le groupe algérien de chirurgie donc, de la cheville et du pied, qui, avec ses homologues donc, européens et français, vont donc animer donc, ce congrès. Et pour ce faire aussi, je voulais dire quand même que notre activité au sein de la société ne s'arrête pas à ce congrès. Nous avons quand même 14 événements annuels. Donc nous avons les cours trimestriels que nous organisons donc chaque 3 mois pour les résidents. Donc ce sont les chirurgiens qui sont donc encore au stage, qui n'ont pas obtenu leur diplôme de spécialité. Et puis pour les chirurgiens de moins de 35 ans. Et ça se fait en parallèle donc, de ce qu'ils reçoivent comme enseignement au niveau des hôpitaux, des universités? Évidemment, nous n'allons pas nous substituer évidemment à la formation faite par l'Université de médecine d'Alger. Nous, à nos collègues, à nos professeurs au niveau des CHU donc, de l'Algérie, mais c'est un complément donc, que nous faisons et nous invitons d'ailleurs nos collègues donc, des hôpitaux à venir animer évidemment ces cours trimestriels. Chaque groupe de spécialité au nombre de 7, je le rappelle, donc, fait une journée de formation, donc ça vous fait 7 journées de formation dans des domaines très pointus et on est dans l'hyperspécialisation. Et puis on organise aussi des journées intercongrès. Cette année, nous avons organisé une journée intercongrès à Blabès et la seconde donc à Batna. Et vous voyez que donc c'est une activité quand même qui s'étale sur toute l'année et on est vraiment dans la formation continue, et si bien que l'an dernier nous avons même créé la SACOT Junior qui est présidée par et animée par les résidents et par les chirurgiens de moins de 35 ans. Après, c'est une spécialité, j'ai envie de dire, très sollicitée, parce que le problème orthopédique fait partie, on va dire, des pathologies du siècle, n'est-ce pas? Oui, surtout le problème du dos, le problème de l'arthrose de la hanche et du genou. Je dirais même que par rapport, par exemple, au problème de l'arthrose, de la hanche et du genou, c'est vraiment un problème de santé publique. Et nous sommes, d'ailleurs, en Algérie, nous mettons quelques, je dirais, entre 8 000 et 10 000 prothèses an, et nous devons mettre beaucoup plus, donc, vu le nombre important donc, des rhumatismos donc, en Algérie. Alors justement, tous ces congrès, tous ces événements que vous organisez annuellement et plusieurs fois par an, vous en sortez toujours avec des recommandations. Docteur, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine préventive, on parle beaucoup de prévention, même si on le sait que tout ce qui touche un peu l'arthrose ou les douleurs rhumatismales, c'est, on va dire, une évolution normale de l'humain. Mais voilà, c'est un peu génétique. Donc, mais avec la prévention, justement, on peut retarder un petit peu l'apparition de toutes ces pathologies. Justement, qu'en est-il de toutes ces recommandations par lesquelles vous sortez et surtout leur application sur terrain? Alors, vous savez, pour être très terre à terre et que pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre, moi, je pense que l'élément le plus important, c'est l'activité physique. Et on le voit quotidiennement. Même les personnes que nous opérons à un âge avancé récupèrent mieux, se font opérer à des âges beaucoup plus avancés lorsqu'ils ont une activité physique. Et quand je dis activité physique, c'est la marche quotidienne, c'est faire un peu de sport quotidien. On ne demande pas aux gens d'être de grands sportifs. Pas du tout, pas du tout. Et c'est un peu la permanence dans l'acte. C'est-à-dire que si vous faites ça de manière habituelle, en tous les cas, vous allez avoir beaucoup de choses dans votre vie parce que la probabilité de vous faire opérer pour un problème, donc, par exemple, traumatique, est beaucoup moindre par rapport à quelqu'un qui n'a aucune activité physique. Après, vient évidemment l'alimentation.
qui est un domaine aussi très important dans la prévention donc, de certaines pathologies dans le domaine de l'orthopédie et même dans le domaine de la traumatologie. Et nous le voyons par exemple à travers les sportifs. Oui. Si vous opérez un sportif qui est très bien musclé, par exemple, c'est quelqu'un qui va récupérer rapidement, comparativement à quelqu'un que vous opérez le même jour, pour la même pathologie, et qui lui reviendra voir pour vous dire, écoutez, oui, ça va, c'est mieux, mais j'ai toujours des douleurs. Donc c'est très important d'avoir donc une forme physique, je dirais au moins au point, quoi. Voilà, donc encore une fois, pour revenir à ces congrès, donc vous en sortez avec des recommandations, docteur. Alors leur application sur terrain, les recommandations, ça se passe comment? Alors leur application, nous le faisons grâce, alhamdoulilah, à la création de ces groupes de spécialités. Ces groupes de spécialités amènent beaucoup de monde et les gens maintenant s'intéressent à des pathologies. Moi personnellement, par exemple, je suis un chirurgien du membre inférieur. Il ne faut pas aller me demander de vous donner ou de trouver des solutions sur, par exemple, des problèmes de rachis. Oui. Et celui qui fait du rachis ne va pas aller opérer un genou. Donc, on essaie de... C'est vraiment très, très spécialisé, très pointu. Très bien, parce que si on ne fait pas ça, on restera dans un niveau assez moyen et on ne pourra pas régler certaines pathologies pointues dont les solutions ne sont pas toujours évidentes. Les solutions aussi, on les applique... ou les recommandations que vous dites, on essaie de les appliquer aussi sur terrain. On est en train de créer d'ailleurs, de faire un travail avec le ministère donc, de la Santé pour pouvoir aboutir sur certaines pathologies à des conduites à tenir consensuelles et c'est, si vous voulez, des manuels de formation pour nos futurs chirurgiens. Voilà, et donc ce sont toutes des questions auxquelles vous allez revenir lors de ce congrès, de ce 31e congrès, Inch'Allah. Très important. Donc on rappelle juste les dates du congrès du 24 au 26. Alors voilà, j'invite nos collègues chirurgiens orthopédistes jeunes et moins jeunes à venir donc à participer à cette fête qui est la leur, donc le 24. Le 25 et le 26 janvier à l'hôtel Horaci. On rappelle que c'est le 31e congrès, donc une longue traversée, un long parcours effectivement dans la recherche. Surtout, docteur, merci beaucoup. On vous souhaite une belle réussite encore une fois pour ce rendez-vous. Merci beaucoup. Je rappelle, docteur Ahmed Zemouli, donc vous êtes chirurgien orthopédiste et président de la société algérienne. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Béchar pour vous faire découvrir donc un qsar au niveau de Béchar, et c'est Sophia Bessadet qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après. Le qsar de Moural, l'un des plus beaux sites de la région de la Saoura. Pour les amateurs des sites historiques, c'est une destination à prendre. Situé à 52 km au nord-est de Béchar, Moural vous accueillera bras ouverts avec un climat frais et un paysage magnifique. Au vieux qsar de Moural, construit depuis plus de 8 siècles. Il n'est pas le premier ni le seul, il y en avait d'autres, mais malheureusement il n'en reste plus que des ruines. Ce qsar contient deux accès principaux. Le premier situé en haut, réservé aux visiteurs, aux habitants et leurs animaux. Le deuxième mène sur la palmeraie et la source d'eau, dont l'accès est interdit aux animaux pour éviter le breuvage des animaux à la source. La palmeraie était riche par ses récoltes et l'agriculture était source de vie pour les habitants. Ce monument est composé de plusieurs ruelles et chaque ruelle est composée à son tour de plusieurs habitations. Le rez-de-chaussée était utilisé pour préserver et garder la nourriture et ravitaillement. Le premier était réservé pour l'habitat et le deuxième réservé aux animaux. Chacune des 8 ruelles contenait un puits réservé aux besoins des voisins du même chemin. À la vieille mosquée du qsar, il y avait aussi un grand puits qui servait aux ablutions et breuvages. Au milieu du qsar, on trouve une placette qui servait de lieu de rencontre, de réunion, de commerce et de mariage, etc. On trouve aussi l'horloge solaire utilisée pour la répartition de l'eau destinée à l'agriculture. Ce vieux qsar a bénéficié depuis quelques années d'une restauration de la placette et de la façade. Malheureusement, l'intérieur du qsar a subi une détérioration par quelques touristes et visiteurs qui laissent des écritures et des traces
qui abîment ce beau héritage. Sans oublier les phénomènes naturels comme les dernières intempéries qui ont causé l'effondrement de plusieurs murs et toits. Il faut que la société civile s'implique ainsi que toute la population pour préserver ce patrimoine culturel historique. Le visiteur de cette belle localité partira en gardant un bon souvenir de l'endroit et de l'hospitalité de ses habitants. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, donc, nous allons parler d'un autre événement qui va se tenir demain et après-demain, donc le 19 et 20 janvier. Ça va se passer donc au niveau du CIC, Centre international donc, des conférences. Il s'agit des assises du cinéma. Nous en parlons en compagnie de notre invité, donc M. Saïd Madawi. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Je suis toujours content et assez reposé d'être parmi vous. Le plaisir est partagé, M. Madawi. Alors, les assises du cinéma, donc c'est une décision, on va dire, présidentielle, hein, parce que c'est sous le haut patronage donc, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce sont des assises du cinéma qui, on va dire, réorganisent le domaine cinématographique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on espère. D'abord, on est agréablement surpris par cette décision. Il faut reconnaître que c'est le seul président qui vraiment s'intéresse au cinéma. De près. De très très près, parce que dès sa campagne électorale, il en a parlé, il était parmi les objectifs du candidat président. Une fois installé, il a délégué bien sûr les tâches, enfin, les perspectives de ce secteur à des gens, à des compétences. Et on est arrivé jusqu'à la création de cette fameuse loi de 2023, suite à des assises de 2023. Oui. Après, il y a eu aussi réaction de la corporation concernant certains points de cette fameuse loi. Et déjà, il y a un mois de ça, il y a un décret présidentiel qui a remis ce qu'on appelle le fonds du FDATIC avec son assise juridique, chose qui a été enlevée ôté de la réglementation de la loi du cinéma de 2023. Donc, moi, je suis très rassuré par rapport à ces décisions et aux objectifs qui s'entendent. Parce qu'il s'agit... Bon, quand on travaille, on fait certainement... Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne font pas d'erreur. Et on sent qu'avec notre président, il a cette intention de régler les choses, de ne pas laisser... d'intervenir, pas directement certainement, mais d'intervenir pour rectifier ce qui n'a pas été assez bien fait, etc. Et moi, en tant que pratiquant, c'est un espoir qui renaît en moi. Et je suis très content de ces assemblées. Bien sûr, on doit s'écouter. L'objectif, il doit être bien compris par tout le monde, parce que l'objectif, il n'est pas individuel, c'est un objectif d'un État, d'un pays, d'une nation, d'un peuple, d'un avenir commun. Donc j'espère que tous ceux qui participent auront cette conscience et développeront leurs propres propositions et qu'il y ait un débat franc et qu'on sortira avec des résolutions vraiment nécessaires et utiles pour la pratique, pour l'industrialisation, pour tout ce qui concerne le cinéma, parce que le cinéma est un vecteur important et même très très important pour porter les espoirs et les perspectives de notre peuple. Effectivement. Justement, M. Madawi, vous êtes réalisateur, vous êtes sur terrain, vous êtes praticien, comme vous le dites si bien. Alors le cinéma a de tout temps existé en Algérie, il faut le dire, mais il n'a pas été très développé, ça on doit le reconnaître. Et justement, en tant que praticien, parce que vous avez beaucoup travaillé, sur le film documentaire, un véritable devoir de mémoire, ce que vous avez fait. Alors on se rappelle bien du film documentaire qui nous a tous marqués, Cholet le citoyen, n'est-ce pas? Ça, c'est le dernier en date, mais il nous a bien marqué, parce que
Voilà, il a été joué quand même par des jeunes artistes qui ont eu beaucoup de responsabilités d'ailleurs à incarner les rôles. Et justement, Monsieur Mahdaoui, autant que réalisateur, particulièrement aujourd'hui, on parle beaucoup de ce devoir de mémoire. Et qu'est-ce que ces assises justement vont vous apporter de plus comme réalisateur, comme praticien, pour encore une fois promouvoir la pratique et promouvoir l'industrie cinématographique? Je venais de dire, ces assises-là, particulièrement ces assises-là, me redonnent à moi-même beaucoup d'espoir. Oui. Expliquez-nous davantage. C'est compliqué à expliquer tout ça rapidement, en une minute. Je comprends le temps d'une émission, mais c'est vraiment une aubaine pour moi. Parce qu'il y a eu on a fait plein d'assises. On s'est rencontrés plusieurs fois. Depuis 2014, on a fait, je m'appelle, des initiatives pareilles. Et tout le monde a émis son avis, ses objets. Enfin, tous les participants, il y en a beaucoup pratiquement, tous les cinéastes de toute génération ont donné leurs différents avis et recommandations. Sauf que sur le terrain, sur le résultat, et particulièrement la dernière loi sur l'industrie du cinéma, ne reflète pas les attentes des praticiens. Moi, je sais que le cinéma est une affaire tellement importante qu'elle ne doit pas concerner seulement les cinéastes. Elle concerne tout le peuple algérien. Mais si on revient à notre cinéma national, ceux qui ont décidé pour la première fois de sa naissance, de son existence, de son rôle, on n'était même pas indépendant, on était en pleine révolution. Et des chefs révolutionnaires. Vous consacré d'ailleurs un film documentaire. Oui, dans ce travail, je le démontre. Et ces gens-là qui n'avaient pas les moyens, mais ils avaient la conscience du rôle, de l'image, de l'information et du cinéma, et c'est écrit dans la Soumam, dans la plateforme de la Soumam. Je reconnais en eux une élévation d'esprit extraordinaire. Maintenant, ce cinéma national qui est né au maquis et qui a contribué à notre grande révolution qui est unique et universelle et vraiment unique au monde, et vraiment il a contribué par le fait d'abord que des images de notre révolution faites par nous-mêmes ou les gens qui sont avec nous, parce que nous, c'est pas que des Algériens. Hein. Il y avait, certes, il y avait Chandali, il y avait des gens comme Hamina, mais il y avait aussi des Vautier, des Clément, il y avait Labudovic, il y avait d'autres, le Masson. Tous ces gens-là... Que vous avez appelés les cinéastes de la liberté, d'ailleurs. Ont installé en image, ils ont fixé en image, animé, notre mémoire. Donc on a une mémoire réelle et qu'on peut voir, qu'on peut revisiter. Vous avez à la télé des archives et vous allez voir les Djounoud au maquis ou la scène avec la déclaration du cessez-le-feu où tu as des hommes vraiment marqués par la lutte armée et qui avaient les larmes aux yeux. C'est très humain. C'est extraordinaire ce qu'on a comme patrimoine mémoriel et on doit justement, on ne fait pas de la rente mémorielle. Quand on travaille sur notre histoire, ce n'est pas de la rente, c'est de la conscience et c'est un devoir. C'est un devoir en soi. C'est un devoir pour que cette richesse, cette référence extraordinaire reste le moteur de toutes les générations qui arrivent. Pour le bien-être de tout le monde, ce n'est pas pour autre chose. Et pour l'humanité aussi. Parce qu'on représente quelque chose aussi pour l'humanité. D'ailleurs, la révolution algérienne a inspiré beaucoup de révolutions. C'est une référence. N'est-ce pas, beaucoup de nations qui ont lutté pour leur liberté. Elle est tellement singulière que c'est une référence. Beaucoup de gens qui ont adhéré à cette lutte parce qu'ils croyaient en notre cause, et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont même sacrifiés. On a des chouhada, des gens qui ont donné leur vie pour notre indépendance. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas oublier ça quand même. Donc on a un devoir de mémoire. Effectivement, un devoir de mémoire. On rappelle, M. Mahdaoui... Et le cinéma est le plus grand vecteur de cette mémoire. Effectivement, c'est un ambassadeur, le cinéma. C'est une arme à part entière. Je n'aime pas utiliser le mot arme, je dis c'est un atout.
C'est un moyen de communication extraordinaire. Parce que arme, ça fait feu, ça fait pata. Ah non, le cinéma, c'est une émancipation. Aujourd'hui, on parle d'armes médiatiques. Hein. Oui, mais moi, j'aime pas. Non, c'est juste le terme que je n'utilise pas. Je veux dire un outil, oui, un instrument extraordinaire. Mais c'est aussi un lien, cinéma. Le cinéma et tout ce qui tourne autour, quand on voit un film, c'est un moment de partage. Oui. Quand vous parlez de remise en cause aussi. Hein. Oui, mais de partage. Quand vous parlez du professeur Chollet, le citoyen Pierre Chollet, bah, avant de le faire, j'avais une pensée à lui, bien sûr. Je voulais faire quelque chose, le raconter, mais donc je vivais des émotions pendant la fabrication de ce film, dans le tournage, dans l'écriture d'abord, tournage, montage, etc. Mais le moment de projection, c'est un moment à part. C'est qu'on sent en soi-même que ces sentiments, ces ressentis, ces émotions qu'on a, ils sont en train d'être partagés et vécus par des spectateurs. Et c'est là où c'est extraordinaire. Effectivement. Et on rappelle, M. Mahdaoui, que ce sont les assises qui vont se dérouler donc à partir de demain jusqu'au 20 janvier, donc 2 jours d'assises donc sur le cinéma qui vont donc remettre à l'ordre du jour donc toute l'industrie cinématographique nationale. En tout cas, merci beaucoup, M. Mahdaoui, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous retrouve très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Mahdaoui. Voilà, donc on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée, mais ce sera juste après cela. Nichée au cœur de la capitale du Titri, Médéa, la vieille Médina, appelée également le Mdiya, est un trésor historique et architectural. Avec ses ruelles étroites, elle conserve l'empreinte des civilisations qui s'y sont succédées, de l'époque romaine à l'ère coloniale, en passant par la période ottomane. C'est une ville plus que millénaire, où on trouve des mosquées, des mausolées. L'architecture, c'est plus colonial, parce que lors de l'invasion de l'armée française, en 1840, la majorité du tissu a été démoli, presque 80%. Il ne restait que 20% représentant le patrimoine ottoman. Mais actuellement, on ne voit plus que la partie coloniale que les parties ottomanes. Les maisons, à l'extérieur, c'est vrai qu'on voit, on voit que c'est typiquement colonial, mais par contre, quand on entre dans une maison, c'est typiquement mauresque. En 2018, un décret exécutif a officialisé la création d'un parc patrimonial protégé de plus de 35 hectares. Ce statut vise à préserver le patrimoine de cette médina unique tout en promouvant son potentiel touristique et éducatif. Chaque pierre de mon quartier raconte sa propre histoire. La Médina regorge de sites archéologiques témoignant de son riche patrimoine historique. On y trouve la mosquée El Hanafi, Dar el-Amir Khaled aussi. Plusieurs martyrs ont été tués ici, comme Shahid Sahnoun, la petite Hmeimi Zahra de 4 ans, tuée par l'armée française. Cette vieille Médina est un véritable voyage à travers le temps. Je demande seulement aux visiteurs de laisser les lieux propres. Visiter la vieille Médina de Médéa, c'est plonger dans l'histoire et découvrir une culture riche, un patrimoine à préserver pour les générations futures. Et voilà, donc nous allons continuer de parler de patrimoine. Cette fois-ci, nous allons parler de Rlila. C'est Rlila qui sera à l'honneur. Et c'est notre amie, comme chaque samedi, Amina Zeri, qui est magnifique aujourd'hui. Amina, bonjour. Bonjour. Non, mais c'est vrai, hein, là, tu portes magnifiquement bien la tenue traditionnelle. Je ne sais pas pourquoi j'étais très contente de mettre cette tenue. Je suis très à l'aise, je me sens à l'aise. Je ne sais pas. C'est parce que j'ai perdu quelques kilos, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'elle est sublime. Elle est juste sublime. Je la trouve vraiment extraordinaire. Et justement, qui a sillonné le monde pour faire connaître la tenue traditionnelle qui est revisitée. Elle tient à tout ce qui est authentique, traditionnel. Donc, j'ai Madame Dinia Saïd. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Je passe un petit bonjour à tous ceux qui sont les rangs
Canal Algérie. En tout cas, vous êtes formidable avec Lila à l'ancienne, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de cinéma, il y a les assises, donc il y a beaucoup de gens qui ignorent que beaucoup d'artistes algériennes, des piliers du cinéma tels que Keltoum, elle a mis L'Ghlila dans un film où elle a mis L'Ghlila. Je crois que c'était L'Ghlila de sa grand-mère. Et aussi, Madame Sabonji, aussi, elle a mis L'Ghlila. Donc, on rend hommage à ces piliers, à ces figures emblématiques qui ont vraiment servi le cinéma algérien. Comme d'habitude. Voilà, donc Zine el-Qoul, c'est un extrait d'un poème de notre grand poète Nordine Boudissa اللي يقول فيها احنا ما شفناش لكن سمعنا تاريخ كبير بالدم مسطر اكتب يا تاريخ بحروف ومعنى واشهد اشهد على اللي صار ليلة نوفمبر احكي لهذا الجيل سنين المحنة على شعب اختار بسلاحه يقرر احكي لهذا الجيل سنين المحنة احنا ما شفناش بصح سمعنا برجال شياب ومصاغر قالوا كلمتهم بلغة وحدة لغة الرشاش بارود وخنجر زرعوا بها الرعب في وسط العدا تحيا الجزائر الله أكبر سمعتها فرنسا تدوي كالرعد عطت بالحايك والوجه معجر عطاو العهد ما هابوا من الموت ما خافوا عسكر قالوها الحرار كل نافذة كل شبر منك لابد يتحرر مليون ونصف اكثر ماتوا شهداء وي ولدت ديدوش وفاطمه نسومر مازالها تولد اليوم وغدوه حتى انا يا نسال فيك يا نوفمبر بابا مجاهد حتى انا نسال فيك يا نوفمبر بابا مجاهد يما مجاهده كل نهار تزيد في عيني تكبر اخلد يا شهيد في التاريخ البدا اخلد يا شهيد في رياض الجنه احنا ما شفناش ولا احنا ما شفناش لكن سمعنا هذه يقولوها لي بالك ما يعرفوش مليح شكون الجزائر تحيه الجزائر مانيفيك وربي يرحم الشهداء يعطيك الصحة على حضورك Madame Dinia. Vous avez adoré ce domaine, le monde du stylisme, de la couture, notamment la couture traditionnelle à travers vos tantes qui nous des couturières, n'est-ce pas? Bon, je suis artisante. Je suis spécialisée dans la haute couture beaucoup plus traditionnelle parce que j'adore la tenue traditionnelle. Pour moi, c'est une pièce d'art. Donc, depuis que j'étais jeune, dans mon enfance, كنت نشوف عماتي خيطوا. Alors نقعد يعجبوني هذوك لي توني كانوا يديروهم. سورتو عمتي الزهراء الله يرحمها, elle faisait des merveilles, elle faisait des belles choses, elle faisait des robes princesses. نشفى لهم دوكا جوسكا بريزون مازال نشفى لهم. كي تكون جا وجدتهم هكذا باش يجوا يقيسوا ولا تكون نروحوا عندها نسيبوها تخدم ولا دونك نقعد نستغل في يعجبوني. وتوجور جو فيزي دي بتيت شوز des petits projets pour les petits poupées. D'accord. Alors نستناو غير كنتاش هكذاك لا شوت تاع لي تيسو هذا منها ربي ما كاش فينا ما خيطتش ونديروهم لي بوبي on fait des jupons pour les poupées avec les tissus هذوك brillantes et tout ça ça fait beau et tout ça ça fait قعدت في بالي j'ai trouvé un don au début que j'étais une brodeuse c'est-à-dire انا كنت توجور قريبه من الفن من la peinture. Je faisais la peinture aussi, la peinture sur soie, la broderie, les couleurs, le design, les croquets et tout ça. Un beau jour, je me suis dit, je ne réalise pas, je réalise je dessine et tout. Alors j'ai commencé. Au début, j'ai commencé par, j'ai fait les tenues pour mes filles. Mais كانوا بناتي صغار نخيط لهم les robes qui تجي عرس نخيط لهم هكذا. Pour mes sœurs aussi. Alors, كي يشوفوهم في العراس يقولوا انت خدمتيهم سي با فري سي تري بو سي تري جولي سي تري بو هكذاك دونك جي كومونسي كوم سا جي كومونسي L'Ghlila qui est omniprésente
Nour Lehani, elle est présente partout. Il y a un gros retour à cette tenue. Donc, les jeunes filles, les mariés, العرايس تقول لك لازم تكون الغليلة في التصديرة تاعي. C'est vrai que moi, j'étais pas vraiment chaude pour la façon dont on voit aujourd'hui le Ghalila. Il a été revisité. Parfois, on sent qu'elle perd son charme, l'âme de Ghalila Tazman, Ilbsouha Jiddatna et tout. Mais Madame Dinia, vous tenez beaucoup à ce qui est traditionnel. C'est-à-dire que le Ghalila, ما تحبش نمسوها. ما نحبش نبدلها. راني لابسها بالفتلة والغليلة أصلها قذيفة وفتلة. ولا الشعر à la main. D'accord. كيما لا كي لابسها. Est-ce que je porte là? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur cette tenue? Oui, الغليلة avec broderie. هذيك broderie شعرة à la main. شعرة à la main. C'est avec dentelle. La غليلة se compose avec quatre pièces. الغليلة et الحزام aussi. Bien sûr, c'est une pièce quand même. الغليلة الحزام et السروال مدور واللو Moi, je préfère la mettre dans le Houda avec سروال مدور. على بالك tu te sens très à l'aise. Bien sûr que عنده le charme تاعو سروال الشلقة. Ah, mais moi, je préfère la mettre, je me sens très à l'aise. L'Orlila, c'est la tenue traditionnelle d'origine algéroise. Elle se porte avec le serwal mdouar. Même c'est le serwal, c'est le plus ancien des canaux يلبسوه زمان في البكري زمان. صحابة كاسبة les vrais algérois c'est le serwal مدور هو الأصل تاع la tenue traditionnelle algéroise. Et avant, les femmes, par exemple, quand on parle de la Ghalila, on ne peut pas بالقصبة parce que Alger aussi, on parle d'Alger, c'est-à-dire Alger, c'est pas la Casbah uniquement. Hein. Donc la femme, زمان, elle mettait le Ghalila l'après-midi, qui تخلص شغلها, elle se met en Ghalila très simple, hein, pour recevoir ses amis, الشياق هوا. Donc كانت تلبسها في الدار ثاني. Bien sûr, c'est une tenue très classe. Pour moi, c'est une tenue très classe. Et quand on s'habille, tu sens que tu es très à l'aise. Très à l'aise, exactement. Moi, je me sens très à l'aise, exactement. Et puis, elle est trop classe. Elle est très classe. Moi, je te vois bien avec une Ghalila. لازم نديروا لها الغليلة. Inch'Allah. نور الهاني. Oui, bien sûr. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Une autre occasion, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, نقولوا لك merci d'être venu. شفتي الوقت ما عندناش بزاف. D'être m'invité. كان زادت لنا شوية أمل علمي. Faut négocier avec la régie. Oui. En tout cas, moi, j'étais très contente de te recevoir ce matin avec Nolhi Houda et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie. Je tiens à donner un détail très important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un but, c'est de sillonner le monde pour connaître tout ce qui est traditionnel. Et notamment la Ghalila, vous tenez beaucoup à la Ghalila, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, la Ghalila, même le Karako, même... mais beaucoup plus le Ghalila parce qu'elle est tendance maintenant, elle est tendance. Elle revient de force, oui, alhamdoulilah, parce que les années كانوا شوية التقليدي كان شويه منسي دوك الحمد لله ولا غير كيعاودوا ولاو ميم انا جو لونكوراج لي ماريي كيجيو عندي جو لونكوراج نقول لهم نلبس كذا تقعد لكم سي اون بياس دارم وتقعدي تلبسيها tous les jours وبالك تلبسها بنتك plus tard n'est-ce pas non pas effectivement ce sont des pièces qui ne se démodent jamais دوك هذيك لا دوك ولاو فاقوا ولاو ما يديروش بزاف لي روب سواري كيما واحد لي زاني يديروا بوكو بليس لا تراديسيون ولاو يحبوا لا تراديسيون الحمد لله سي تري بيان الحمد لله يا ربي سي ان بون سين parce que c'est l'identité il faut نحافظوا عليها لازم il faut bien le préserver. Exactement, on est fiers de notre patrimoine culturel. Le plus important dans tout ça, dans le Houda, c'est qu'il a été transmis de génération en génération. C'est en 1904, le Ghalila. On est en 2000, on a les 2025. Un siècle et 20 ans. Exactement. Donc on est fiers. Inch'Allah, احنا تاني الجيل يزيد يوصلها من جيل لجيل. يعطيك الصحة d'être venu. Merci à vous. Très heureuse de vous avoir reçu. Merci Nour Houda. يعطيك الصحة. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Bravo pour tout ce que vous faites, surtout pour la sauvegarde de ce patrimoine. Amina, on se retrouve lundi. Inch'Allah, déjà accompagné de Radia. Je salue Nordin Boudissa qui a, je lui
Hamidji, merci pour la collaboration, pour son poème. حنا ما عشناش بصح شفنا وتحية الجزائر. Merci beaucoup Amina. Donc rendez-vous pris lundi Inch'Allah de Radia Boulmaali et samedi Inch'Allah en notre compagnie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez mon ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Surtout vigilance pour ceux qui prennent la route vu que nous avons, alhamdoulilah, quand même de très belles pluies. Merci à vous. Au revoir, à très bientôt.